Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Dans l'actualité ce soir, de la colère et puis des morts en République démocratique du Congo, où des personnes ont manifesté mercredi pour demander la réouverture du grand marché central. Un genou à terre, symbole d'humilité et de regret. Le geste est devenu fréquent chez beaucoup de policiers ici aux États-Unis depuis la mort de George Floyd. Un geste également repris au Sénégal par de nombreux manifestants. Dans ce journal et en sport, nous revenons sur cette affaire de dopage et de corruption dans le monde de l'athlétisme. Le procès de Lamine Diack et autres se poursuit à Paris. Comment en est-on arrivé là? Grand format tout à l'heure avec Yacouba Ouedraogo. Une fois encore, bonsoir. Au moins 3 personnes sont mortes mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, quand des centaines de manifestants ont protesté pour demander la réouverture du grand marché central, fermé depuis fin mars à cause du nouveau coronavirus. Les précisions avec Dili Diko. La police a effectué mardi des tirs de sommation pour disperser des dizaines de manifestants en colère contre la fermeture du grand marché de Kinshasa. Malgré les tirs, les manifestants déterminés ont bravé la police, campant de l'autre côté des barrières, bloquant tout accès à la commune de Gombe, où se trouve le marché central. Ces commerçants sous-informés se sont dit de faire irruption de force au sein du grand marché et normalement, comme d'habitude, la police doit assurer le site. Suite à l'intervention de la police, les manifestants ont relaté qu'une personne a été tuée par balle, mais le gouvernorat de Kinshasa a affirmé que le décès était dû à l'électrocution d'un manifestant qui fuyait. Je ne peux pas vous confirmer à ce stade qu'il y a eu réellement mort, parce que c'est vrai, les dérapages, ça ne manque pas, même sous d'autres cieux, mais les services de sécurité pourront nous donner une information précise et officielle d'ici la fin de la journée. Le bilan le plus récent fait état d'au moins 3 morts lors de la manifestation contre la fermeture du grand marché. Et le gouvernorat a réfuté la rumeur selon laquelle le marché central était en train d'être détruit. Déjà depuis quelques jours, il y a eu l'intoxication au sein de la population, comme quoi le grand marché qui est fermé pour cause de confinement est en train d'être détruit, leurs marchandises en train de partir s'envoler en fumée, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Le ministre congolais de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a intimé l'ordre au gouverneur de Kinshasa de rouvrir le marché central, mais ce dernier a estimé que la reprise des activités du marché est conditionnée par la fin des travaux d'assainissement initiés par la ville. Une décision qui a alimenté davantage la frustration des manifestants. Toujours en République démocratique du Congo, quelques 40 tonnes d'aide et de fournitures offertes par l'Union européenne à la République démocratique du Congo donc sont arrivées hier à Goma. Cette aide, fruit d'un pont aérien humanitaire, devrait permettre à la RDC de renforcer ses efforts dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le commissaire européen à la gestion des crises se sont personnellement chargés de la remise de ces dons aux autorités. Pas moins de 4 390 cas de contamination ont été enregistrés jusqu'ici en RDC, donc depuis le début de la pandémie. Au moins 96 personnes en sont mortes. Les Burundais, toujours sous le choc, après la mort soudaine de Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 15 ans. Ce mercredi, beaucoup se demandaient ce que l'avenir leur réserve. Les drapeaux sont en berne à Bujumbura alors que 11 millions d'habitants ont entamé un deuil national d'une semaine à la mémoire de leur président Pierre Nkurunziza, décédé, on le sait, lundi d'un arrêt cardiaque selon le gouvernement. M. Nkurunziza devait achever son mandat le 20 août prochain et passer le témoin au général Évariste Ndayishimiye, son dauphin désigné par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et vainqueur proclamé de la présidentielle du 20 mai dernier.
Arzouma Compaoré s'est entretenu avec Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. C'est une ironie très cruelle. Il est mort jusque quelques semaines après les élections au Burundi. À la fin du mois de mai, il y a le vote pour le nouveau président. Et c'est l'actuel président du parti de pouvoir, le CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, qui a gagné le vote. Et c'est Ndayishimiye qui sera le nouveau président en principe à partir du mois d'août. Je ne sais pas s'ils vont changer le timeline pour installer Ndayishimiye comme président avant le mois d'août, parce que maintenant il y a à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un président. En principe, ça doit être Pascal Nyabenda qui doit être le président intérim. Pour le Burundi, il n'y a pas un grand changement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le représentant de la CNDD-FDD qui a gagné. Donc, on peut assumer que le projet de l'État qui étaient déjà mis en place vont continuer dans le même rythme. Y compris, malheureusement pour nous à Human Rights Watch, on a peur que ça va compris la répression contre les opposants. Donc, on continue de documenter la répression contre le CNL, le parti d'opposition, par exemple, même dans les jours très proches passés. Et on n'a qu'une raison de soupçonner que le programme de la CNDD-FDD va changer malgré la mort le président de la République. Au Nigeria, 69 personnes ont été tuées mardi par des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. C'était lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du pays. Les assaillants ont attaqué le village de Felo dans le district de Gubbio de l'État de Borno hier après-midi. Selon un chef de la communauté, toutes les victimes sont des hommes et des femmes qui surveillaient le bétail à un point d'eau à l'extérieur du village. Cette attaque serait, selon la même source, une mesure de représailles à la mort des djihadistes tués par la milice locale qui protège le bétail du village contre le vol. La Chambre des représentants tient depuis ce mercredi ici aux États-Unis une audience pour examiner les pratiques policières et la responsabilité des forces de l'ordre. La commission judiciaire de la Chambre examine, entre autres préoccupations, la crise du profilage racial, la brutalité policière et la perte de confiance entre les services de police et les communautés qu'ils déshervent. Parmi les témoignages, celui de Philonis Floyd, frère de George Floyd, et d'autres témoins. Ajoutons que lors des obsèques de George Floyd hier à Houston, le révérend Al Sharpton, figure de lutte pour les droits civiques, qui a prononcé l'éloge funèbre retransmis en direct dans des millions de foyers, n'a pas manqué d'accuser le président Donald Trump de malfaisance, lui reprochant notamment d'encourager les policiers à se croire au-dessus des lois. C'est désormais au cimetière Memorial Garden, dans la banlieue de Houston, que repose George Floyd. Au Sénégal, des Dakarois se sont joints aux manifestations mondiales pour dénoncer les violences policières et se souvenir de George Floyd enterré mardi à Houston, ici même aux États-Unis. Quelques dizaines de personnes se sont retrouvées sur le site du mémorial de la traite négrière atlantique. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo. Point levé, genoux à terre, le regard tourné vers la mer, ces manifestants dakarois ont maintenu cette position pendant 8 minutes 46 secondes, soit le temps qu'un policier s'est agenouillé sur le cou de George Floyd, mort il y a 2 semaines à Minneapolis, aux États-Unis. Ces protestations contre les violences racistes ont eu lieu au monument géant de Gorée, une île qui abrite un mémorial de la traite négrière atlantique. Tout un symbole. Sur le site où nous sommes venus nous agenouiller pour la mémoire de George Floyd, c'est le site du mémorial de Gorée. Et cette symbolique est très forte.
Parce qu'en face de vous, vous avez la mer. Vous êtes en face de l'Amérique. Et si la marée était basse, on pourrait marcher vers l'Amérique. Parmi les manifestants, Mohamedou Cissé, sénégalais né à Minneapolis, là où George est mort. Ce jeune de 26 ans aurait préféré être à Houston pour les obsèques de Floyd. Je voudrais être à Minneapolis en ce moment pour protester, mais je suis très heureux de ce qui se passe ici. C'est très significatif de voir les gens s'en préoccuper. Nous avons beaucoup d'alliés partout dans le monde et c'est très beau. J'ai l'impression que mon frère est soutenu. Beaucoup de gens voient d'autres personnes obtenir du soutien. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se retrouvent dans ces manifs et peuvent s'exprimer à travers George Floyd. Et j'aimerais être là, mais être ici et faire ce que je peux faire, c'est toujours pareil. La mort de George Floyd a suscité des marches un peu partout dans le monde, mais en Afrique, les réactions ont été timides et cela se comprend selon certains. Ça se comprend parce que l'Afrique, tous les jours, subit ces genres les citoyens africains subissent ces violations et souvent qui émanent de nos États. Ça peut se comprendre que la réaction soit mou quelque peu, mais elle ne devrait pas l'être. Parce que l'Union africaine a décrété quand même la diaspora comme la 6e région du continent. Donc la réaction devrait être beaucoup plus forte. Mardi, les funérailles de Floyd ont eu lieu dans une église de Houston, mais les manifestations mondiales contre le racisme et les mauvais traitements systématiques contre les Noirs perpétuent désormais sa mémoire. Sur place ici aux États-Unis, la mort de George Floyd et les manifestations de protestation qui s'en sont suivies font réagir les policiers. Ils utilisent depuis plusieurs jours le genou à terre, un symbole pour montrer leur humilité et leur regret pour la mort du noir américain de 46 ans. Dans le comté de Prince William, en Virginie, le bureau de shérif veut aller plus loin en renforçant la formation de son personnel sur les questions raciales et de diversité. C'est un reportage de Véronica Belderas Iglesias, récit Mohamedou Oumfa. L'onde de choc provoquée par l'interpellation brutale et la mort de George Floyd a parcouru tous les États-Unis, occasionnant des manifestations de masse. Pour tenter d'apaiser la situation, les policiers ont opté pour le symbole du genou à terre, en signe de regret et de solidarité avec les manifestants. À Manassas, en Virginie, le shérif et ses adjoints ont emboîté le pas. Leur rôle, rappelle-t-il, est de protéger les vies et non le contraire. Ce qui s'est passé dans le Minnesota est une tragédie. Je ne veux pas que quelqu'un dans ma profession fasse quelque chose comme ça parce que cela nous impacte tous. Nous devons nous surveiller mutuellement. Si vous voyez un de vos collègues faire quelque chose de mal, stoppez-le. Notre travail en tant qu'officier chargé de l'application des lois n'est pas d'aggraver une situation. Nous avons prêté serment de servir et de protéger tout le monde. Pour bon nombre d'Américains, le cas de Floyd démontre l'échec, sinon le déficit des policiers à adresser la problématique raciale dans l'exercice de leur activité. Les manifestants, qui ne cessent de braver les risques de propagation du coronavirus en manifestant dans les rues, dénoncent des préjugés qui gangrènent toujours les rapports entre les policiers et les Noirs. Il y a déjà eu trop d'abus et de discrimination par la police contre les Noirs. Sur les routes, les policiers stoppent les automobilistes parce que la couleur de leur peau les rend suspects alors qu'ils n'ont rien fait d'illégal. En toute humilité, le sergent Angel Tyson admet que cette affaire lui donne l'occasion, ainsi qu'à ses collègues, de se former davantage sur ces questions. Il y a les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer notre éducation, mieux nous former à la diversité culturelle. Dans le comté de Prince George William en Virginie, le bureau du shérif assure avoir entendu les cris de colère des manifestants. Le conseil du comté a créé une commission sur la diversité culturelle et les relations raciales. Il ne s'agit là que d'un début, selon le shérif, qui promet de mener des campagnes de sensibilisation communautaire pour rétablir la confiance entre la police et les personnes de couleur. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis une enquête sur des incidents visant des journalistes étrangers lors des manifestations ici aux États-Unis. Certains pays ont fait état de leurs préoccupations au sujet de leurs journalistes qui auraient été traités de manière inappropriée, a-t-il dit. La semaine dernière, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé l'agression de journalistes et Moscou s'est plaint de brutalité sur une collaboratrice de l'agence Sputnik.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, programme spécial Covid-19. VOA Afrique vous propose un nouveau forum citoyen virtuel consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondront à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Rendez-vous avec moi, Jacques Aristide, dans Le Monde aujourd'hui télé, le mardi 16 et le mercredi 17 juin. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Des primaires se sont tenues hier ici aux États-Unis dans plusieurs États. De longues files d'attente ont pu être observées ça et là, conséquence de quelques problèmes techniques dans le fonctionnement ou la livraison en retard des nouvelles machines électorales, notamment dans l'État clé de Géorgie où les responsables ont annoncé une enquête. Certains membres du Congrès ont d'ailleurs qualifié ces retards de forme inacceptable de suppression de vote. À noter que chez les démocrates, Joe Biden totalise désormais plus de 2136 délégués. Seulement 1991 étaient nécessaires pour gagner l'investiture de son parti comme candidat à la présidentielle de novembre prochain. Les manifestations qui ont éclaté ici aux États-Unis après la mort de George Floyd font monter la pression justement sur Joe Biden, le candidat démocrate présumé à la présidentielle, pour qu'il choisisse un colistier noir. Biden a déjà promis de nommer une femme à la vice-présidence. Certaines personnalités africaines-américaines perçues comme les meilleures candidates se trouvent ainsi propulsées au devant de la scène politique. Brian Padden de la VOA fait un état des lieux. Récit Lionel Gaïma. Dans le sillage de protestations contre l'injustice raciale ici aux États-Unis, de plus en plus de voix se lèvent pour demander à Joe Biden de choisir une africaine-américaine comme vice-présidente. Surtout au moment où certains accusent le président Donald Trump d'attiser la fureur en brandissant la menace d'envoyer l'armée nationale rétablir l'ordre dans les rues. Pour certains analystes, Joe Biden n'a pas le choix. Il doit avoir quelque chose à offrir aux électeurs noirs et ça ne peut pas simplement se limiter à dire que Donald Trump est une terrible personne. Il faut quelque chose de plus substantiel que ça. Le présumé candidat démocrate à la présidence s'est lui-même engagé à choisir une femme hautement qualifiée comme vice-présidente. Le besoin croissant de s'attaquer aux tensions raciales et galvaniser les électeurs noirs met la sénatrice californienne Kamala Harris sous le feu des projecteurs. Fille d'immigrés indiens et jamaïcains ayant perdu contre Biden aux primaires démocrates, Kamala Harris émerge comme une candidate de premier choix. Dans le même temps, les perspectives de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, une autre rivale de l'investiture démocrate, se sont apparemment estompées. Keisha Lance Bottoms, la maire d'Atlanta, en Géorgie, presque inconnue au plan national, elle a acquis de l'importance après avoir prononcé un vibrant discours sur les émeutes dans la ville et congédié les policiers pour usage excessif de la force. Nous comprenons que nos officiers travaillent de très longues heures et sous une pression énorme. Mais nous comprenons également que le recours à une force excessive n'est jamais acceptable. Val Demings, députée de Floride, est elle aussi de plus en plus citée. Elle était l'une des responsables de la procédure de destitution du président Trump, mais elle est critiquée pour son rôle d'ancienne chef de police d'Orlando. L'ancienne députée de l'État de Géorgie, Stacey Abrams, qui a perdu une course serrée pour le poste de gouverneur de cet État fortement républicain, et l'ancienne conseillère de la Sécurité nationale, Susan Rice, sont d'autres possibilités. Certains observateurs estiment que Stacey Abrams n'a aucune expérience de poste électif à l'échelle de l'État, comme gouverneur ou sénateur. Je voudrais insister sur ce point, car c'est quelque chose lorsque nous définissons les qualifications d'une certaine manière. Cela tend à perpétuer les inégalités que nous voyons.
alors que certaines femmes démocrates blanches, comme la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, peuvent avoir plus d'expérience, selon les analystes, la fronde actuelle contre le racisme et les brutalités policières peut faire du choix d'une colistière africaine-américaine un impératif politique et moral pour Biden. Que se passe-t-il dans le monde de l'athlétisme international? C'est la question que suscite, entre autres, l'affaire Lamine Diack, dont va nous parler ce soir Yacouba Ouedraogo. C'est notre grand format sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John, bonsoir à tous. Nous allons parler de corruption et de dopage dans l'athlétisme durant cette rubrique sportive. 5 ans que cela durait depuis son arrestation à Paris en novembre 2015. 5 ans aussi que la pile des dossiers sombres du sport international a grossi. L'ancien patron mondial de l'athlétisme, Lamine Diack, a comparu lundi 8 juin au tribunal de Paris pour être jugé avec son fils Papa Massata et 4 acteurs présumés d'impact de corruption pour protéger des athlètes russes dopés. Suivez. Il a fêté ses 87 ans le dimanche 7 juin en résidence surveillée à Paris, où il vit depuis son arrestation en novembre 2015. Masque au visage, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, entre 1999 et 2015, retrouve un peu de liberté dans ses locaux du tribunal. Ses premiers mots, il les lance en Wolof, sa langue maternelle. J'ai reçu des messages de soutien de partout dans le monde et je vous remercie. Maintenant, il reste très peu à faire. J'ai passé 5 ramadans et 5 Eid en résidence surveillée. L'affaire démarre au début des années 2010 avec l'arrivée dans l'arsenal antidopage du passeport biologique qui permet de déceler des variations sanguines suspectes. Les taux se resserrent sur la Russie et en novembre 2011, une liste de 23 athlètes russes suspectés de dopage est établie. Problème, les finances de la Fédération internationale d'athlétisme ne sont pas au beau fixe et la révélation de ce scandale de dopage éloignerait les sponsors des Jeux olympiques de Londres 2012. Marc Vantouillac, journaliste à l'équipe, était à l'ouverture du procès. Un jour, le président Diack, en 2011, est venu le voir en lui disant « Écoute, on a un problème, la situation de l'I2AF, la situation financière de l'I2AF est catastrophique. Et là, on attend des sponsors du côté de la Russie qui doit organiser les championnats du monde 2013. On sait qu'il y a des problèmes de dopage avec la Russie. Est-ce qu'il ne serait pas possible de ralentir les procédures de manière à ce que les scandales n'éclatent pas, qu'on risque de se retrouver sans ces sponsors ?» Gabriel Dolé a accepté. Cette explication reprise par Marc est de Gabriel Dolé, qui a aussi comparu lundi et qui était à l'époque le président de l'Agence mondiale antidopage. Affaire conclue, les dossiers disciplinaires des athlètes russes suspectés de dopage traînent, permettant à plusieurs d'entre eux de participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Après, l'argent a circulé. Gabriel Dolé a reconnu une fois de plus qu'il avait reçu de l'argent liquide de la part de Papa Massata Diack, d'une part, de la part de Lamine Diack de l'autre, en disant, en assimilant pas ceci à de la corruption, il a dit, bon, je pensais que Papa Massata Diack m'avait donné 50 000 euros parce que les accords commerciaux avec les Russes avaient bien marché. Lamine Diack avait donné 140 000 euros en guise de prime de licenciement. Donc il y a des flux financiers qui apparaissent et sur lesquels il faudra donner des explications. Et des explications, l'avocat de Lamine Diack, maître Simon Diaye, n'en manque pas. Sa seule préoccupation, c'était l'intérêt de l'IAF. C'était de défendre l'intérêt de l'IAF et préserver les ressources financières. Et tout ce qui a été fait est fait sur la base de contrats. Mais entre-temps, en 2014, les athlètes russes concernés par le dopage sont sanctionnés. Parmi eux, la marathonienne Lilia Sobukova, qui a été suspendue. Elle demande alors un remboursement à ses maîtres chanteurs, un virement de 300 000 euros qui a permis de remonter jusqu'à Papa Massata, fils de Lamine Diack et conseiller marketing de l'I2AF à l'époque. Les noms de plusieurs autres athlètes et des sommes apparaissent sur des notes saisies chez Habib Sissé, l'avocat de Lamine Diack, laissant supposer qu'ils ont payé pour bénéficier d'une protection. À qui ont-ils versé l'argent? 2 noms russes sont cités. Alexei Mitnokov, l'ancien entraîneur national des courses de fond, au moment de la dissimulation présumée, et Valentin Balakishtek,
président de la Fédération russe d'athlétisme. Balaknichev, du nom de l'ancien président de la Fédération russe, parce que c'est lui qui manifestement aussi a fait en sorte que ces accords avec la Mindiak soient passés pour qu'on ne suspende pas les athlètes russes auxquels ils demandaient de l'argent, pas l'oublier. Justement, les juges ne l'ont pas oublié. Valentin Balakichnev et Alexei Melnikov sont tous poursuivis dans cette affaire, même s'ils n'ont pas comparu. La Russie est accusée de dopage institutionnel. Les procureurs accusent Lamine Diak d'avoir sollicité 3,45 millions d'euros d'athlètes russes pour dissimuler les allégations de dopage et leur permettre de continuer à participer aux compétitions, ce qu'il réfute. Son fils, Papa Massata, qui est parti au Sénégal dès le déclenchement de l'affaire et dont son pays refuse l'extradition, est accusé de s'être approprié plusieurs millions d'euros dans les négociations avec les sponsors en imposant ses propres sociétés comme intermédiaires ou en s'attribuant des commissions exorbitantes. La Fédération internationale partie civile réclame 24,6 millions d'euros de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Affaire à suivre donc. On se retrouve mercredi prochain. Bye bye. Excellent format sport de Yacouba Ouedraogo et qui vous vaut un ticket cinéma. Eh bien, si vous êtes un habitué des salles de cinéma, le confinement vous a sans doute privé de cette passion en tout cas et on l'espère plus pour longtemps. Si vous ne l'avez pas encore testé, essayez le cinéma au volant. Il s'agit d'un phénomène qui se répand dans plusieurs pays, comme on peut par exemple le voir ici au Nigeria, où plus de 200 chauffeurs affluent dans la capitale Abuja pour assister à un spectacle en direct de leur voiture. Avec les cinémas vidés à travers le monde à cause de la pandémie, les écrans drive-in ont connu un regain de popularité, offrant à ceux qui sont enfermés chez eux depuis des mois un moyen de sortir. Sortir, c'est exactement ce que nous allons faire à la fin de ce journal qui vient de prendre un terme, un journal réalisé dans des conditions de confinement. Merci d'avoir suivi, restez chez vous, protégez-vous et excellente soirée. Le Monde aujourd'hui, programme spécial Covid-19. VO Afrique vous propose un nouveau forum citoyen virtuel consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondront à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Rendez-vous avec moi, Jacques Aristide, dans Le Monde aujourd'hui télé, le mardi 16 et le mercredi 17 juin. Houston était la dernière opportunité pour le public